Alerte rouge, un virus a été détecté dans le vaisseau. Oh putain. Tous les passagers sont invités à regagner leur cabine et rester confinés jusqu'à nouvel ordre. Merde. Alerte rouge, Ah là, un virus encore a été détecté Attends. dans le vaisseau. Bon, Tous les bah, passagers sont invités à on annule ce soir. Du coup, on n'enregistre pas. C'est bon, Glande? Il y a Discord, c'est bon. Comment on arrête? C'est une fausse alerte. Appuie sur le... Est-ce que quelqu'un peut appuyer sur le bouton? C'était juste une petite space chlamydia. Ça va fonctionner. Bonjour et jusqu'à bienvenue. nouvel ordre. Ah, arrêtez-le. Arrêtez. Appuyez sur le bouton rouge. Craig, merci. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Outcast. Alerte rouge. 48e. Ah, voilà. En fait, il fait du terrorisme anti-host. C'est ça, c'est bon? Il n'y a plus d'alerte, là? Tout va C'est bien? bon. Tout est revenu à la normale. Vous Très pouvez bien. reprendre votre podcast. Eh bien, tant mieux. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre. Ne paniquez pas, tout le monde va bien. C'était juste une petite space chlamydia qui nous a forcé à rentrer dans nos cabines. Et donc, bienvenue dans ce 148e épisode de Comics Outcast, votre épisode bimensuel, préféré, qui vous parle de l'actualité des comics dans la bonne humeur, la joie et surtout la mauvaise foi. Moi, c'est Quetrus et je vais hoster cet épisode en présence de Ike et c'est un peu flippant. Surtout que vous avez vu, il essaie de reprendre un peu la main. C'est flippant. Mais je ne suis pas tout seul, bien évidemment, et je suis entouré, virtuellement, en tout cas à distance, par 3 fabuleux chroniqueurs. Bonjour Lulu, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va. J'ai eu une petite frayeur, mais de type Covid, pas Covid, et en fait, c'est pas Covid, donc c'est cool. Une petite maladie, mais ça va, tu te soignes bien? Voilà, donc je remonte la pente. D'accord. Donc tu es cloué au lit, du coup, j'imagine que tu lis beaucoup de choses en ce moment. Oui, absolument. J'ai notamment lu ce matin le volume 2 de November et c'est fort bien. On a beaucoup parlé du travail d'Elsa Chartier mais Matt Fraction à l'écriture, c'est quand même quelque chose et je recommande la lecture à tous ceux qui n'ont pas encore commencé. Ouais, ça ne m'étonnerait pas qu'il passe dans notre top 10 des scénaristes préférés dans pas longtemps, lui. J'avoue. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Je vais vous présenter du bizarre moins le quart. Du bizarre moins le quart, très bien. Ok. À côté de toi, à ta gauche, je crois, si je ne me trompe pas, Nivrae, bonjour. Oui, Comment tu vas? virtuellement à sa gauche. Ça va bien, très bien. Ça va? Et toi, tu as des lectures de vacances? Tu as des choses à recommander? Alors, oui, c'est plutôt du manuel de montage de cuisine, mais voilà. Non, j'ai pas du tout eu le temps de lire. Je suis dans mes travaux, bien dans mes travaux, et du coup, bah non, la lecture, bah tu sais, le soir tu essayes et puis en fait tu t'endors. Donc, Ouais, c'est dans tes piles de carton. Ouais, bah alors c'est dans les piles de carton, mais ce qui est pas dans les piles, j'ai plus la force le soir. Donc je Ah prends oui, carrément. encore plus de retard. Ok. Bon, bah j'espère qu'après les vacances, tu auras réussi à lire tout ça. Et toi, tu nous présentes quoi alors aujourd'hui? Et ben moi, je vais vous parler élection présidentielle adolescente. D'accord, très bien. Merci. Et notre voix robotique préférée, notre terroriste audio du jour. Bonjour. Bonsoir. Ike. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Bonjour ou bonsoir, parce que comme c'est un peu intemporel, tu sais, on sait pas. Oui, c'est vrai. Ben, on va dire bonjour, au cas où des gens écoutent ça en journée. Voilà, bonjour. Bonjour. Je t'ai demandé déjà comment tu allais. Et toi, Ouais, ça va. tu lis beaucoup de choses en ce moment? Alors en vrai, non, je vais pas mentir. Par contre, je suis en train de zioter Empire, le méga ultra crossover chez Marvel avec les X-Men et Fantastic Four, parce que comme je l'ai dit à mon précédent passage, le House of X, House of Ten, Powers of X, mon cul, c'était vraiment trop génial et j'ai vraiment envie de continuer ça. C'est juste qu'il y a un peu trop de séries en même temps et j'ai un peu eu du mal à suivre. Du coup, je vais me poser, je pense, plutôt en août pour justement rattraper tout ce que j'ai pas lu de tout le printemps et commencer ce méga event. En fait, je pense que je vais attendre que ce soit terminé pour m'y engager, mais c'est un peu trop costaud. Surtout quand on connaît l'écriture de Hickman, ça peut être un peu lourd. Donc là, pour l'instant, j'avoue que je suis plutôt concentré sur le boulot, donc je lis pas trop.
Ok, très bien. Il va falloir qu'on arrête de poser cette question parce qu'à chaque fois que j'ai l'impression qu'on répond tous qu'on lit pas grand-chose. À part les reviews. En fait, c'est ça. En fait, si on faisait pas Comics Outcast, on aurait des problèmes de lecture. Ok. Et bien sûr, évidemment, je n'avais pas oublié la personne sans qui tout ceci ne serait pas possible. La personne à la technique, celle qui nous enregistre. Bonjour Craig. Adrien. Ah le bâtard. Non, c'est pas de quoi tu parles sinon. Hein. Tu vas bien, Adrien? Ah attends, Ike, de quoi va parler Ike? Oui, je vais parler Ike, pardon. Je vais Excuse-moi. parler de voyage dans le temps et de quelqu'un qui fout la merde. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu étais déjà dans le thème au début de l'émission. Et oui, alerte rouge. Bon, excuse-moi, Adrien. Et du coup, comment tu vas, Adrien? Ça va bien, ça va très bien. T'es prêt à ne pas dormir de la nuit pour monter l'épisode? C'est ma mission ce soir, effectivement. Le défi est accepté. Le défi est accepté. Parce que l'épisode sortira, on est le mercredi 27 et il sortira vendredi 29 juillet. Et donc voilà. C'est l'inverse. On est le 29. Le 29 et 31. Ah oui, pardon, le 31. Ok, très bien. Mais les dates en vacances, ça compte pas vraiment. Ok, merci. Eh bien, on va passer aux revues. Alerte revue. Alerte revue. C'est n'importe quoi ce soir. Alors, comme vous le savez, toutes les 2 semaines, on aborde 3 revues, 3 comics choisis par nos chroniqueurs, où chaque chroniqueur lit les 3 premières issues, normalement, et nous en parlent ce soir et nous donnent leur avis. On va commencer par Lulu, qui va nous parler de Half Past Peculiar. Alors, roman illustré, hybride novel, tu me diras ce que tu en penses, Lulu. C'est chez Scholastic, c'est sorti en juillet 2020, donc c'est tout récent. Écrit par Derek Fridolf et illustré par le grand Dustin Nguyen. Vas-y, Lulu, on t'écoute. Oui, donc Half Past Peculiar et donc sous-titré Finders Creepers, parce qu'apparemment ça va être un premier livre qui aura une suite, hein, comme c'est indiqué à la fin. Donc c'est un format livre de poche avec une couverture rigide et effectivement c'est un genre assez curieux, assez curieux, assez bizarre, puisque c'est un hybride de roman et de comics. Dans le sens où c'est pas un roman illustré et c'est pas un graphic novel à proprement parler, puisque en fait on a des passages entiers de texte, de prose, sans illustration, et des fins de chapitres en planche, avec donc là plus comics classique. Donc bien sûr le texte est assuré par Friedels et le image par Nguyen. Donc ce duo-là, on le connaît grâce à Little Gotham et puis aussi à Once Upon a Crime, donc des petites nouvelles de Batman. Et bon, vous commencez à connaître mon amour pour Dustin Nguyen et donc j'étais très curieuse de voir ce qu'ils avaient fait tous les deux, donc sur ce format un peu particulier. Donc, Half Past Peculiar porte bien son nom, hein, puisque péculiar, donc ça veut dire étrange en anglais, et l'ambiance qui est créée est effectivement assez étrange, mais gentiment étrange, ça fait pas peur. On est à l'orée de la magie, j'ai envie de dire, mais pas tout à fait dedans, en tout cas au début du récit. Et 2 enfants, Atticus et Esmeralda, vivent dans une petite ville au creux d'une vallée où l'automne est perpétuel. Ils sont chercheurs professionnels, donc ils ont un métier, hein, c'est des enfants, mais ils travaillent, et ils cherchent des animaux perdus, des chats, des chiens, des grenouilles, des souris, mais aussi des lamas ou des boa constrictors. Et ils semblent se débrouiller très bien sans leurs parents, qui, eux, sont partis loin. La mère est archéologue, pilleuse de tombes, et l'autre, le père, l'autre, explorateur de fonds marins. Donc, pour copier un petit peu l'habitude qu'on a dans Comics Outcast, on a lu simplement les 3 premiers chapitres. Il y en a 15 en tout dans ce premier tome. Et donc les 3 premiers chapitres sont surtout consacrés à la mise en place de l'univers et des personnages. Et donc on découvre cette petite ville et puis voilà le travail des enfants. On
on comprend que peut-être un des fils de l'intrigue mis en place, c'est la disparition de leur chien à eux, le chien de la famille, qui est le seul animal de compagnie que Atticus et Esmeralda n'ont pas réussi à retrouver. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Les illustrations, hein, sans surprise, c'est assez chouette. Donc c'est tout noir et blanc, il n'y a pas du tout de couleur. Et on est dans un trait plus proche de Little Gotham que de Descender, par exemple. Donc c'est un peu cartoon, pas trop, comment dire, enfin encore moins réaliste, disons. Mais c'est pas aussi cute que Little Gotham ou Once Upon a Crime, puisque donc il y a quand même cette touche, disons, de l'étrange. Les enfants ont un peu une forme en tête de ballon de baudruche et ils sont représentés avec les yeux vides. Donc ça donne un petit peu ce côté uncanny ou un peu étrange. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire, ça m'a beaucoup plu, c'est une lecture très sympa et je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Pourquoi t'as choisi ce titre, Lulu? Qu'est-ce qui t'a attiré en fait là-dedans? C'est parce que c'était... Vas-y. C'est le duo Fridolfs et Nguyen. Voilà, après Once Upon a Crime, j'ai vu que voilà, ils allaient sortir ça et j'étais curieuse. Au début, j'ai pas tout de suite compris que c'était ce genre-là. Je pensais que c'était un comics classique. Classique, ouais. Ouais, mais du coup, ça en est que plus intéressant. Je trouve, voilà, ça change. Et c'est un one shot. Enfin, il y aura pas de suite ou. Si, il y a un tome 2 qui est prévu. Ouais. D'accord, ok. Ça se termine sur un cliffhanger, quoi, donc il faut une suite. Nivrae, t'en as pensé quoi? Alors, j'étais un peu surprise parce qu'effectivement, ça n'a pas trop une tronche de comics, le côté un peu hybride. Je pensais qu'il y aurait une espèce d'équilibre entre les deux et t'as vraiment une espèce de coupure où dans chaque chapitre, t'as une grosse partie qui est roman et t'as la partie dessinée à la fin. Donc je pensais qu'il y aurait plus de... une page sur deux ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça rend plutôt bien. J'aime toujours autant les dessins de Dustin Nguyen, donc ça aide beaucoup. Après, l'histoire, elle est un poil enfantine, même si après le 3e chapitre, tu te doutes qu'il y a un truc un peu plus sombre derrière, plus dramatique, qui peut être un peu plus intéressant pour une lecture plus adulte. Mais ouais, non, j'ai pas mal aimé, je suis assez intriguée et je pense que je me le prendrai pour avoir la suite. Mais ouais, c'est surprenant parce que c'est pas une chose qu'on a l'habitude de lire, que ça soit un mélange des deux. Je suis pas sûre qu'il existe beaucoup de romans hybrides comme ça. Et en fait, t'es autant hybride. C'est-à-dire que si tu lis pas les bulles ou si tu lis pas le texte, t'as pas l'histoire en entier. Donc t'es vraiment obligé de passer par les deux. C'est pas juste une illustration. C'est vraiment un complément à l'histoire. Enfin, c'est la suite de l'histoire. Donc là-dessus, ça m'a pas mal intrigué. Je sais pas, cette construction. J'avais pas l'impression d'en avoir déjà vu, en tout cas, comme ça. Et j'ai essayé de chercher un peu, voir pourquoi ils s'étaient répartis comme ça le récit. Parce que c'est pas systématique non plus. Enfin, c'est pas systématiquement à la fin de chaque chapitre où il y a des planches de Dustin Nguyen et certains chapitres où il n'y a pas, il me semble. C'est plus ou moins long. Voilà. Donc c'est effectivement assez... ça semble assez... Enfin, je ne sais pas comment ils ont collaboré dessus. C'est un format qui est roman, tu vois. Parce que tu retrouves des comics où il y a des grosses parties avec du texte. Mais là, ça fait vraiment un côté roman mélangé à un roman graphique. Ça fait 200 pages. Hein, en tout cas, non, l'histoire m'a pas mal plu. J'ai lu du coup que les 3 premiers, mais je lirai la suite parce que je suis intriguée par cette histoire. On sent effectivement qu'il y a eu un truc avec leur chien à eux, le seul qu'ils n'aient pas réussi à retrouver. Pour l'instant, les 2 gamins sont hyper attachants, donc ça plaît au chien. Le raccord direct. Magnifique, ouais. Celui-là, on l'a retrouvé. Et non, ouais, moi je continuerai en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Juste avant de passer à la vie d'Eric, est-ce que sans les illustrations, ça resterait un roman complet, ou est-ce qu'il y a vraiment un plus au dessin?
Est-ce que si t'enlevais les dessins, ça serait quand même une œuvre à part entière, ou est-ce que sans ça ne marcherait pas? Eh ben non, c'est ça qui est fou, c'est parce que donc, par exemple, si on prend l'exemple du chapitre 1, il y a donc du texte sur 6 pages, et puis ensuite, donc la fin du chapitre, elle est racontée par les planches. Donc on a aussi, l'équivalent de 6 pages en comics, en cases. Qui termine le chapitre. Donc c'est pas une simple illustration, c'est vraiment une répartition entre du texte et du comics. Dans le chapitre 2, il n'y a pas de planche. Et dans le chapitre 3, il y a une grande partie de texte. Et c'est pareil, le chapitre se termine sur 1, 2, 3, 4, 5 pages de planche. D'accord. Donc c'est très très particulier comme Ils ne sont format. pas imposés de structure, quoi. Ils ont vraiment été. Non, ça donne vraiment quelque chose d'assez libre, pas du tout qui répond pas à un système. Donc c'est assez intéressant. Ok. Et toi, Eric, ce roman hybride t'a plu? C'est pas que ça m'a pas plu, c'est vraiment... En fait, bon, là où je bosse, on a beaucoup de romans comme ça, mais j'en ai rarement vu qui avaient des sections vraiment séparées où vous avez la partie manuscrite avec les illustrations qui englobent 8-9 pages de suite comme ça. Donc c'était assez particulier de se plonger dans des chapitres qui sont quand même assez bien isolés parce que chaque chapitre est un truc indépendant, même si on voit justement la fraternité entre les deux héros. Jouer justement entre la sœur la plus grande qui justement joue de son autorité, enfin de ça, je crois elle a 60 secondes de plus sur son petit frère ou un truc comme ça, et on voit leur relation, mais c'est juste, j'ai jamais vu quelque chose comme ça en fait. Je crois que c'est la première fois que je vois un truc. Après, l'histoire en soi, c'est vrai que c'était pas un truc qui m'a particulièrement touché, même si j'ai trouvé, franchement, la relation frère-sœur assez intéressante. Et j'aurais aimé en fait que l'histoire en tout cas explore plus ça. Après, ça reste un truc pour les très 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 jeunes. J'ai essayé de voir à qui je pouvais recommander ce genre de truc. Parce que la prose est quand même assez élevée, hein. C'est pas pour des 7-8 ans, même si ce qu'ils font, c'est quand même pour des gamins. Enfin, c'est vraiment très très. Ouais, je pense 8 ans max, quoi. Mais par contre, c'est très bien écrit. Ça va être à recommander à des enfants qui ont déjà l'habitude de consommer des romans classiques et ce genre de trucs. C'est pas genre Tom est tombé de l'échelle, Nina l'a remonté. Enfin bref, c'est beaucoup mieux écrit que ça. Au moins, il y a un effort qui a été fait sur justement ne pas vendre un roman bateau écrit pour vendre à fond juste parce que les histoires sont rigolotes ou parce que ils ont réussi à trouver des éléments fantastiques intéressants. Là, tout se construit très très lentement et ça a l'air plutôt sympa. Par contre, c'est vrai que la juxtaposition des deux formats, c'est très bizarre, mais c'est assez charmant. Le fait que ça reste en noir et blanc, ça donne un côté classique au truc. Je pense qu'ils voulaient justement pas faire une BD avec le côté un peu la connotation négative du truc. Je pense que c'est très recherché. Ça a été bien fait. Mais voilà, après, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est assez mignon dans l'intention. Ça montre la compassion, ce genre de choses. Et les personnages, c'est vrai que je suis curieux de voir la suite, de lire la suite pour voir qui sont ces personnages, qui sont les parents surtout. Parce qu'à mon avis, c'est assez sinistre la relation, parce que dès le début, on nous dit qu'ils sont jamais là, qu'ils s'occupent de rien, que le frère et la sœur, sans l'autre, en fait, ils sont rien. Enfin, c'est un peu bizarre le monde dans lequel ils sont. Non, c'est plutôt intéressant, mais c'est vrai que c'est pas groundbreaking, on va dire. Mais c'est sympa. Ok. Voilà. Oui, c'est parce que comme tu le disais, c'est sûrement destiné à un public plus jeune. C'est peut-être pour ça que t'as des réserves sur le scénario. Ok. Donc c'était Half-Past Peculiar chez Scholastic et qui est sorti ce mois-ci en juillet 2020. On va passer la deuxième. Merci Lulu, pardon. Et on va passer à la deuxième revue par Nivrae. Donc toi tu nous présentes Prez, écrit par Mac Russell et illustré par Ben Cadwell, qui est sorti chez DC Comics en 2015. Exactement. Et j'en parle maintenant parce que l'élection américaine approchant, Urban Comics s'est dit que ça serait très cool de le sortir enfin en France. Donc il arrive en septembre
en français chez Urban. Alors le Prez, qui est sorti en 2015, c'est un peu une sorte de reboot. À l'origine, c'est un comics qui date des années 70, où un garçon adolescent qui fait des courses de voiture va gagner les élections présidentielles américaines, alors que ça n'a aucun sens. Donc c'était un comics très absurde et pas mal ancré dans son époque, et pourtant on n'était que dans les années 70. Et quand ils l'ont ressorti dans la nouvelle version, c'était juin 2015, c'était 1 an avant l'élection de Trump. Et pourtant, ils avaient déjà prévu énormément de choses. Et en fait, donc du coup, on se retrouve avec Beth Ross. Donc là, c'est une fille, c'est plus un garçon comme dans les années 70, qui en fait, suite à une petite vidéo de buzz sur l'internet, se retrouve propulsée à la présidence des États-Unis. Alors, c'est pas un gros spoiler, hein, c'est le sujet en fait complètement du comics, et ça tourne plutôt autour de cette société hyper moderne où pour voter pour ton président, par contre, c'est des likes sur Facebook, des petits likes sur Twitter en fonction de ta popularité. Et t'es dans un monde où les corporations, donc toutes les grosses entreprises, sont représentées par des bonhommes avec des sortes de smileys sur la tête, avec des avatars. Et c'est eux qui gèrent le pays avec leurs marques. Par exemple, pour les gens pauvres, on leur fournit des tacos livrés par drone et ils peuvent gagner de l'argent s'ils s'habillent avec la tenue spéciale des tacos. Donc c'est vraiment une grosse critique absurde, cynique, satirique des États-Unis. Et en fait, c'est un côté un petit peu gênant parce que c'était limite futuriste en 2015. Mais en fait, maintenant, c'est un peu beaucoup sérieux. D'autant plus que plus t'avances dans l'histoire et plus on va te parler d'une maladie, tu sais, qui est transmise, et d'une espèce de crise avec les gens qui se filent tous un virus les uns avec les autres. Ça rappelle beaucoup des choses actuelles. Et bien sûr, la réaction du gouvernement. Et en fait, c'est très drôle. C'est drôle et surprenant parce que le personnage féminin, Beth, c'est pas un personnage fort. C'est pas du tout ça. C'est pas l'héroïne dont tu peux avoir l'habitude. C'est pas ça du tout. C'est une meuf qui a été téléportée à la présidence des US et qui était juste en train de faire des hot dogs et qui s'est cramé les cheveux, et quelqu'un a fait une vidéo et ça a buzzé, tu vois. Donc c'est vraiment genre presque une meuf lambda, mais en fait... Ça n'arrivera jamais, ça. On ne sait pas. Comme si un rappeur se présentait aux élections. C'est ça, comme si quelqu'un qui avait plein de likes et qui trendait sur Internet avait la capacité de prendre la présidence. Mais non, c'est vraiment... c'est fou parce que tu te dis, en vrai, ça pourrait arriver avec l'Amérique. Tu serais même pas choqué. Donc là, il y a 6 issues qui sont sortis. Ce qui avait été annoncé, c'est que c'était une série en 2 arcs. Alors pour l'instant, le 2e arc, il n'y a pas de nouvelles. Donc la série s'est quand même terminée en 2015. Donc je sais pas si les auteurs, donc Mark Russell et Ben Caldwell, qui étaient au dessin, ont abandonné le projet, s'il y a des soucis pour le produire, en tout cas, il n'y a pas du tout de nouvelles là-dessus. Et alors, le premier arc se termine, hein, mais il y a des points en fait qui n'ont pas été clôturés, on va dire, à l'histoire. Ils ont laissé en suspens pas mal de choses. Donc c'est un petit peu dommage pour ça. Mais en tout cas, sur les 3 premières issues, t'apprends pas mal de choses. C'est vraiment une histoire qui se développe tout de suite. Je pense que Adrien apprécierait, parce que il se passe vraiment des choses, quoi. On te ment pas au début. Et voilà, enfin, ça parle de plein de sujets actuels. Et moi, ça me plaît, ce genre de choses. Et j'étais étonnée de pouvoir supporter une héroïne qui est pas du tout une héroïne, en fait. C'est juste une meuf classique. Ça pourrait être moi, quoi. Voilà. Et alors aussi, étrangement, c'est un truc qui est chez DC, mais je trouve que ça ressemble un peu plus à du Image qu'à du DC. Dans le traitement, tu veux dire ? Ouais, dans le traitement. Dans le style, ça fait pas DC Comics, quoi. J'ai même pas fait gaffe au début que c'était DC Comics. D'accord, mais du coup, parce que les dessins ont l'air légers et tout ça, mais toi, ouais, l'histoire dont tu nous racontes a l'air quand même assez grave. Ouais, ils vont chercher loin, c'est vraiment très cynique et très satirique sur la société américaine. Mais les dessins sont cool. Alors, t'as énormément de détails. Tu peux passer beaucoup de temps en fait, à décrypter toutes les cases, parce qu'il y a énormément de blagues et d'humour planqués partout. Soit t'es dans un monde où tout est connecté, donc t'as des likes qui pop en permanence, t'as des petits messages, t'as de la sponsor, mais de partout. Et tu peux passer pas mal de temps à décrypter tout ça. Ok. Alors on nous dit sur le chat que devait justement y avoir 6 numéros de plus, comme tu le disais. Ouais. Mais que ça a été annulé, qu'il y a une mini-conclusion dans un spécial de Catwoman, apparemment, quoi. Ah ouais, putain. Ah ouais.
un spécial de Catwoman. En plus. Vraiment, le truc qui était planqué. Ok. Attends, que je touche ça parce que. En plus, si ils ont fait une mini conclusion dans un spécial, t'as quoi? T'as 2 pages. Ouais, c'est un peu bizarre. Quoi. J'espère que Urban, en tout cas, le mettra avec la version qui sort là en septembre. Ce serait possible, ouais. C'est pas la première fois qu'il ferait ça. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon pour moi. Eric, qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, j'ai lu en 2 fois, parce que la première fois, je me suis demandé ce que c'était. J'étais pas trop sûr de comprendre. J'avais entendu parler de l'ado qui devenait président, mais j'avais pas compris ce qui se passait dans. Il y avait tellement de scènes, tellement de persos, tellement de comment dire. Enfin, c'est un peu le bordel de ce que avec mon cerveau plat là. Mais c'est vrai qu'à la deuxième lecture du premier, j'avais eu beaucoup plus de plaisir à choper des blagues et surtout l'absurde de l'accession au pouvoir de l'héroïne là. Et ouais, c'est pareil, j'avais pas grillé au début que c'était DC Comics et je me suis dit peut-être que eux aussi ils ont leur frange un peu différente. Il y a du sang, il y a des scènes un peu violentes, un truc un peu gore ici et là. Et ouais non, c'était plaisantement agréable de découvrir un truc voilà que je. Parce qu'il y a plein de trucs sur les présidents, sur la présidence. Je sais plus, on avait fait Worm, Dr Worm ou je sais pas quoi là, un truc comme ça où c'était très cynique justement sur Trump et compagnie. Et là c'était juste avant et du coup c'est vrai qu'avec le fait de regarder en arrière en se disant putain c'est sorti 1 an avant son élection et regarder tout ce qui se passe aujourd'hui, regarder tout ce que eux envisageaient de la dégénérescence du monde à cause des réseaux sociaux et des corporations et compagnie, en fait c'était assez en plein dans le mille quoi. Donc c'était plutôt agréable, ouais. Mais c'est complètement farfelu, hein. Putain, faut s'accrocher. Ah ouais, à ce point-là. Alors que ça touche un sujet grave, ouais, c'est marrant. Ok. Et toi, Lulu, ça t'a donné envie des espoirs, peut-être de présidence ou ce genre de choses? Non, merci. Et ni vrai, je pense que l'héroïne, ça pourrait pas être toi au sens où en fait la corn dog girl là, qui est l'héroïne du comics, pour moi c'est pas un personnage vraiment construit. Et toi, tu es une vraie personne. C'est un peu le gros reproche que je ferais à ce comics. C'est qu'il passe beaucoup de temps à développer l'univers, comme souvent dans des dystopies comme ça, à poser que voilà, tout est bien dystopique, les jeux télé il y a des jeux télé pour devenir milliardaires, les corporations qui tiennent les rênes de l'État, les représentants, les sénateurs qui sont vraiment très très méchants. Mais je trouve que ça manque un peu de développement du personnage. Et ça manque d'affect dans l'issue, je sais plus, 1 ou 2. Alors, je vais peut-être pas spoiler, mais bon, il y a un événement majeur qui se passe dans sa vie. Et on s'en fout, en fait. Enfin, donc, il y a pas on n'a pas de lien qui s'est établi avec le personnage. Parce que ça passe tellement d'un truc à l'autre, la scène où elle se fout les cheveux dans le grill, et puis ensuite les sénateurs qui sont en train d'organiser l'élection, et puis encore l'émission de télé machin, et tac tac tac, et ça enchaîne. Et en fait, le perso, on le voit pas très souvent, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. D'autant que dans l'issue 2, il me semble qu'il y avait de la place pour faire ça. Et à la place de ça, on a une espèce de tractation sans fin sur qui va gagner les élections, qui pousse qui qui pousse quel candidat, alors qu'on sait qui va être élu, puisque c'est dans le putain de titre. Et sur l'absurdité de l'élection, quand même, où effectivement, il pose beaucoup de questions. Mais... Après, c'est vrai que sur les 2 premières issues, il parle un peu d'elle, mais c'est vrai qu'il y a juste un personnage en plus qui fait qu'on parle d'elle. Et après, c'est vrai que c'est plus du tout abordé parce qu'il se concentre un peu plus sur le côté de la société et de ses actions à elle, on va dire, mais pas du tout de son passé, de son histoire, de qui elle est. Effectivement. Voilà, je sais pas, un critère qui est pas pertinent pour ce genre d'histoire, mais moi ça m'a empêché de pleinement adhérer,
et le côté outré où tout est, enfin le cynisme sur la com, sur les corporations, sur les likes, les machins, les sponsors. Je sais pas, moi ça m'a pas trop parlé quoi. Enfin, j'ai pas trouvé que ce que ça disait de notre monde était très poussé finalement. Enfin, je sais pas. C'est pareil, tu vois, faut le remettre dans la condition. T'étais en 2015, donc là c'est vrai qu'en 2020, tu dis qu'il y a des trucs qui sont, enfin pas dépassés, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a déjà en fait, mais qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait l'écart. C'est que ça a été tellement vite. Et c'est ce que je disais au départ, c'est que tu vois, il était futuriste il y a 5 ans. Mais en fait, aujourd'hui, quand tu le lis, il est beaucoup moins futuriste que ça, quoi. C'est plus une satire de l'actuel, en fait. C'est ça. Ouais, mais enfin, on a quand même toujours pas, tu vois, des candidats à la présidentielle qui vont se faire fesser en direct par des streamers, quoi. Je pense qu'on n'est pas loin. Bon, 2020 n'est pas fini, hein. 2020 n'est pas fini. Je pense oui, qu'on est pas loin. non, je veux bien, mais enfin, je trouve en fait il y a des trucs, enfin, je sais pas pour dire, voilà, la société elle est vraiment trop pourrie, mais il y a des trucs plus graves qui se passent dans notre société et en fait, ça, enfin, je sais pas. Ça n'a pas été assez plus loin pour toi, c'est ça? Ouais, pour moi, je sais pas, c'est politique, mais c'est tellement caricatural que en fait, ça dénonce pas grand chose, quoi. Pour moi. D'accord. Ok. Et Nivrae, t'as acheté un coup d'œil à la BD des années 70 ou pas du tout? Ouais, un peu. Ouais, après, moi, je suis un peu rebutée par les dessins de l'époque, mais bon. Mais oui, je l'ai feuilleté, on va dire. Je l'ai pas lu en entier. Parce que c'était la période Nixon, donc c'était aussi bien ancré dans leur histoire. Oui, c'était aussi pas mal ancré dans l'histoire. T'as pas mal de références de comics dedans aussi, des références à Batman. Il y avait pas mal de choses autour de DC aussi qui étaient là. Mais tu retrouves les mêmes histoires de corporations, de grosses boîtes derrière qui essayent de tout manipuler. Ouais. Après, le personnage masculin était moins... Enfin, je pense que c'est une histoire d'époque aussi, tu vois. Enfin, un mec qui conduit des voitures et qui fait des courses de voitures dans les années 70, je pense que c'était hyper stylé, mais un peu moins maintenant. C'est ça. Ok, donc plutôt des avis mitigés de la part d'Eric et Lulu, c'est ça? Ouais, ok. Ouais, ok, alerte rouge. Ok, merci Nivrae. Donc c'était Prez chez DC Comics qui est sorti donc en 2015 chez cet éditeur. Et tu m'as dit là chez Urban Comics c'était il y a pas très longtemps. Il sort en septembre. Il sort en septembre. Ouais. Ok, merci. On va passer à la 3e revue avec Eric. Il y a des gros mots dans ton titre. C'est The Man Who Fucked Up Time, c'est ça? Alors, le truc, il vise Effed Up. Ouais, mais ça revient au même, c'est ça? Oui, fucked up. Ouais. Oui, sinon, je vais dire dièse, apostrophe, machin. Des apostrophes. C'est écrit par John Lehman, illustré par Carl Quitely, Mostert. Ouais, c'est ça. Et c'est chez Aftershock et c'est sorti. Le premier tome est sorti en février 2020. Ouais, donc c'est tout récent. Comme le titre l'indique, c'est un titre qui va parler un peu du voyage dans le temps et des effets de nos actions quand on essaye de jouer avec, de façon volontaire ou pas. Alors, on découvre un jeune mec qui s'appelle Sean, un type d'une vingtaine d'années qui se trouve être assistant dans un laboratoire et il bosse pour une équipe qui cherche à créer une machine à remonter de le temps. Donc direct, on nous met dans le truc. Dans l'équipe, ils sont 4. Il y a Sean, un professeur et 2 chefs de projet, une nana dont le nom n'est, je crois, jamais dit dans le comics, et un mec qui s'appelle le Dr Cook. Le Dr Cook, c'est un peu l'adversaire, le rival de Sean. C'est un gros connard qui pense que les assistants sont là que pour faire le larbin. Nettoyer derrière tout le monde et compagnie. Dès le début, on voit l'équipe faire un test de la machine à remonter le temps. Ça fonctionne, sans trop d'explications. Et ils arrivent à remonter jusqu'à 2 millions d'années en arrière. Plutôt que d'essayer genre 5 minutes ou un truc comme ça, non, ils vont directement tenter le max.
Le professeur se félicite d'être parvenu à faire fonctionner la machine en stabilisant des neutrons et des trucs métaphysiques que je comprends pas. Ils sont tous super contents. Et Sean, qui donc intéressé par la science, veut poser des questions au professeur par rapport à tout ça, à la stabilisation et compagnie. Mais ce connard de Cook l'interrompt et lui rappelle que son rôle, c'est de nettoyer le sol et de faire les poubelles. Ce qu'il va faire pendant tout le reste de la soirée, alors que tous les autres sont partis. Il finit son shift au labo et va dans un pub pour oublier sa journée de merde, malgré la réussite de l'expérience. On apprend, en se plaignant, enfin pendant qu'il se plaint, on apprend que le Dr Cook, c'est vraiment un connard, que c'est son ancien coloc à la fac, qu'il a eu son diplôme grâce à l'argent de ses parents et aux prises de notes que Sean avait pris à l'école. Que Sean n'a jamais pu finir sa scolarité parce qu'il n'avait pas de bourse, il n'était pas boursier, et que Cook a eu son poste de chef de projet à la place de Sean. Donc clairement, la rivalité, on comprend un peu son origine. Et cerise sur les gâteaux, Cook sort avec l'ex de Sean. Donc clairement, le mec est né uniquement pour lui pourrir la vie. Et en attendant, en fait, Sean, vu qu'il avait plus d'études, le seul truc qu'il a pu faire, c'est postuler en tant qu'assistant. Et la seule place qu'il y avait, c'était dans le même labo que Cook. Donc, ils se retrouvent ensemble à se mettre sur la gueule une fois sur deux. Pendant qu'il est au bar, il se plaint de sa vie comme ça à un inconnu. L'inconnu porte une capuche. Il a à peu près la même carrure que lui. Et cette personne lui dit... il écoute, il dit t'as vraiment une vie de merde. Si seulement t'avais un moyen de revenir en arrière et de corriger tous les petits détails qui font que ta vie, elle est chiante, ta vie elle serait peut-être un peu meilleure. Si seulement t'avais une machine à remonter le temps, est-ce que ça te dit quelque chose? Là, Sean, il lève les yeux et en fait, il reconnaît que c'est exactement lui, mais juste avec une capuche sur la tête et habillé un peu différemment. Donc, est-ce que ce serait son lui du futur? Et il réfléchit pas plus que ça, en fait, il se pose pas de questions. Et il se dit que s'il peut voir son double, c'est qu'il a forcément dû utiliser la machine à un moment donné. Donc là, dans sa tête, il y a le truc de la meuf là qui est en train de réfléchir avec des équations mathématiques là. Après une petite conversation, plus ou moins honnête, il se laisse convaincre par lui-même de remonter le temps pour changer donc tous les détails dont je vous ai parlé. Le Sean du futur, celui qui est avec la capuche, lui donne un sac qui contient le plan pour fabriquer une machine à remonter le temps. Il retourne au labo, après le bar, en fin de soirée, et il règle la machine, enfin le timer, on va dire, de la machine à remonter le temps, à 1 semaine en arrière. C'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, mais bon. Justement pour vérifier si les actions les trucs qu'il va modifier ne veulent pas foutre la merde. Évidemment, avant, détail important, donc dans le sac il y avait le carnet de notes justement de tout ce qui concernait la construction de la machine, et il le pose sur la table du professeur. Et en fait, on se rend compte que la seule raison pour laquelle la machine a fonctionné, c'est parce que le professeur avait trouvé des notes dont il n'avait jamais parlé, qui expliquent comment stabiliser justement les particules de neutrons de mon cul que je comprends pas. Donc là, il est super fier de lui, il se dit, ok, donc en fait, ces choses se sont déjà passées. Et là, il comprend en fait qu'il est dans un cycle ou dans une boucle et qu'il fait partie de quelque chose de plus grand. Donc, il se dit que tout est safe et que toutes les actions qu'il va faire, elles ont un sens, elles ont un ordre et que rien de mal ne peut se dérouler. Donc, tout fier de lui, il se barre et donc il est toujours 1 semaine en arrière. Et vu qu'il pense que plus rien ne pourra changer, il décide d'envoyer un bouquet de fleurs à son ex et de jouer au loto avec l'intention de devenir millionnaire pour racheter le labo et virer le Dr Cook, donc son rival connard qui lui pourrit la vie depuis tant de temps. Donc il aura enfin sa vengeance. Il revient dans le labo, il retourne dans le présent, toujours sûr de lui, et bien évidemment, tout a changé, parce que ça pouvait pas se passer aussi simplement et le comics n'existerait pas. Et à la place d'avions et d'oiseaux, dans le ciel, il voit des ptérodactyles roses. Et dans les rues, il voit qu'il y a des haies de buissons qui sont taillées avec la forme de la tête de Abraham Lincoln, donc qu'on reconnaît de façon assez iconique avec son chapeau haut de forme et sa barbe, là, je sais pas comment on appelle ça, son collier de barbe, tout simplement.
Donc là, il comprend qu'il y a un truc qui a merdé. Il sait pas quoi exactement, parce qu'évidemment, il ne vient que d'arriver. Mais il est pas loin du labo. Il est juste à côté du labo. Le labo est toujours au même endroit. C'est une des seules certitudes qu'il a. Et bon, il essaie de rentrer dans le labo. Juste derrière lui, il y a... Merde, j'ai perdu la page. Il y a un samouraï à dos de dinosaure. Donc, pourquoi ? Voilà. Qui lui demande de s'arrêter, d'expliquer pourquoi il est habillé de façon si bizarre et s'il a ses papiers. Donc évidemment, il ne veut pas rester plus longtemps que ça et il essaie de se barrer. Il reconnaît que la ville, n'a pas trop changé de disposition, donc il arrive à retrouver, il essaie en tout cas de retrouver son appartement et son immeuble. Et en montant chez lui, il tombe nez à nez sur 2 robots, 2 cyborgs de métal, de la tête aux pieds, qui ressemble un peu à Robocop mais en mieux, qui se présentent comme étant la police du futur et qui sont là justement pour corriger les timefucks que justement des personnes qui ne savent pas utiliser les machines à remonter le temps pourraient faire. Ils neutralisent avec leur puissance supérieure Sean sans trop d'efforts et ils lui disent qu'il a enfreint trop de règles de voyage dans le temps et qu'à cause de lui, il y a eu trop de modifications qui font que aujourd'hui il y a des pyramides à l'horizon et que Abraham Lincoln est au pouvoir. Et on ne sait pas pourquoi. Et il le menace en lui donnant 2 jours pour corriger justement les successions de l'effet papillon qu'il a créé par ses actions égoïstes. Mais lui, il sait pas, il comprend pas ce qu'il a fait de mal. Au même moment, sur la page suivante, on voit 2 autres cyborgs qui se trouvent devant un berceau et ils tiennent au bout du bras un petit bébé qu'ils décrivent comme plutôt adorable si on se réfère aux conventions esthétiques relatives à la beauté des nourrissons humains. Donc en gros, comme ça j'ai plus ou moins traduit. Mais voilà, ils parlent comme des robots avec peu d'émotions et compagnie. Et là, on comprend en fait que ces robots, ils peuvent voyager dans le temps et manipuler ça sans problème, et qui sont en train de menacer la version bébé de Sean et de le tuer si jamais justement il n'arrive pas en 2 jours à corriger toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre en se servant de la machine à remonter le temps. Le problème, c'est que, nous, ce qu'on découvre, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose en une issue. Il est monté une fois dans le temps, il a rencontré son moi du futur, il a joué au loto et il a envoyé un bouquet de fleurs. Je ne vais pas en raconter plus. Je peux juste vous dire que, évidemment, ce ne sera pas conclu à l'issue d'après, et que on va partir dans une histoire dans laquelle, justement, tout va se jouer sur les détails. Les apparitions, les rencontres, les conversations. Justement, je vous parlais du journal qui était déposé sur la table du professeur. C'est ce genre de choses qu'il faut surveiller pour comprendre justement l'engrenage de tous les éléments qui emmènent d'un monde à l'autre. Parce qu'en fait, sans trop en raconter, ce qu'on découvre, c'est que chacune de ces actions change un tout petit peu le futur. Et par exemple, le 2e monde dans lequel il va évoluer, ça va être un monde où il y aura plus de dinosaures, mais ce seront des vikings qui seront... il y aura toujours des dinosaures d'ailleurs, mais ce seront des vikings et plus des gens de l'époque d'Abraham Lincoln qui seront là. Des vikings avec des casques à cornes, pardon. Excusez-moi du peu, mais... Mais les samouraïs sont partis et il se trouve avec l'empereur Abraham Lincoln VI, qui lui en veut personnellement, et en gros ça a plus ou moins à voir avec sa meuf qui courtise encore. Bref, il y a tout tourne autour de la roue tourne, c'est pas ce que je voulais dire. Tout tourne autour de la relation entre lui et Abraham Lincoln et son assassinat. Et ça me fait beaucoup penser à, quand on dit à beaucoup de gens, qu'est-ce que tu ferais si tu avais une machine à remonter dans le temps ? Je remonterais pour tuer Hitler, ou je remonterais je remonterais juste avant un événement historique qui a vraiment changé la face du monde, et je le modifierais. Et clairement, on se doute qu'à un moment, il a pris une décision radicale de changer quelque chose, de sauver peut-être Abraham Lincoln, et qu'il fasse que sa descendance existe encore 200 ans après. Et que justement, toutes ces actions auraient eu des répercussions bien plus graves que ce qu'il pensait quand il voulait simplement se débarrasser de son rival. Donc voilà, c'est relativement... il n'y a que 4 issues, faut préciser, parce que du coup, ils ont dû faire une grosse pause après février. Là, la 4e est sortie il y a quelques jours à peine, il y a une semaine, je crois. Et ça avance plutôt vite, vu que je pense que ça veut se conclure relativement rapidement, parce que chaque issue nous raconte un détail
précis de pourquoi le temps a autant été modifié. Et voilà, c'est plutôt rigolo parce que c'est un peu what the fuck. Et surtout, si on aime bien les histoires de time fuck, enfin en tout cas de voyage dans le temps, ça se veut pas sérieux en fait. Ça se veut pas justement respecter des règles absolues de la physique quantique et de ci et de ça, à la Dark, à la Lost, à la ce que tu veux. Non, c'est juste vraiment un truc relativement fermé avec très peu de personnages et où tout se base voilà, sur un cercle assez basique de réaction, enfin cause et effet, réaction, action. Voilà, c'est plutôt léger. En termes de dessin, c'est pas ouf. Si Adrien écoute, il se rappellera de Javier Pulido, qui avait... Oui. Bah, justement, tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit Quitoli, mais c'est parce que j'ai copié-collé sur un site, justement, où il y avait les auteurs, et je pense que c'est une vanne parce que ces dessins ressemblent vachement à Frank Quitoli. Enfin, ça ressemble dans le style, quoi, tu vois. Bah, ça s'inspire. Après, moi, je pensais à Javier Pulido parce que justement, moi, j'aime beaucoup ce style, hein. Les visages très larges, comment dire, un coup de crayon assez précis pour exagérer des traits. Ça ressemble beaucoup à des caricatures. Surtout le personnage qui a des lèvres assez proéminentes, des yeux très fins. Surtout tout est très étiré, les personnages on dirait qu'ils sont un peu élastiques, j'aime beaucoup. Par contre, en termes de décor, c'est zéro, il n'y a rien du tout. C'est les 3 mêmes lieux qu'on voit tout le temps et il n'y a aucun détail dans le fond. C'est assez simplistique dans la description, mais les personnages sont très, enfin, j'ai vraiment apprécié son trait sur ça. Donc voilà, et puis c'est très coloré, c'est un peu pop quoi, mais c'est clairement pas révolutionnaire à tous les égards. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé vous autres? Nivrae. J'avais un peu peur au début dans le sens où les histoires de voyage dans le temps c'est toujours un peu bordélique. Alors, c'est bordélique, mais en fait, rapidement, le personnage te fait comprendre qu'on s'en fout, que c'est pas grave en fait. Que des fois, j'ai eu l'impression à un moment qu'on m'a fait comprendre que si je ne trouvais pas forcément un sens, une logique, parce que on m'a appris beaucoup de choses avec les films, avec les bouquins autour des voyages dans le temps, c'était pas grave. Et en fait, du coup, ça passe bien, ça passe mieux. Après, à la 3e issue, ça se complexifie un peu, il y a un peu plus d'itération du personnage et dans mon cerveau, je me suis un petit peu mélangée. Mais il y a des bonnes choses dedans, je suis très curieuse en fait de voir le pourquoi du comment qu'on en est arrivé à certains trucs qu'il a fait, parce qu'effectivement quand tu reviens dans le présent plus ou moins et que tu te retrouves avec des affiches partout d'Abraham Lincoln avec des ptérodactyles dans le ciel, tu te dis qu'il a été cherché loin quand même, mais je sais pas, il y a plein de choses qui m'intriguent. Les dessins, j'en suis pas une grande fan, je trouve que ça manque d'un petit quelque chose qui fait que ce serait plus fou. Alors c'est peut-être dans les décors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a on voit beaucoup de lagos, on voit beaucoup les mêmes endroits, ça manque peut-être d'un truc un petit peu plus, je sais pas forcément plus fou, mais plus beau, plus précis en tout cas sur les décors. Mais ça m'a pas mal emporté. J'ai lu du coup la 4e qui vient de sortir et je pense que j'irai jusqu'au bout pour essayer d'en savoir plus, mais c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de lire sur le voyage dans le temps parce que justement ça s'en fout un petit peu de toutes les règles de d'habitude. Faut accepter quand même, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très stricts sur les voyages dans le temps. Là, faut accepter un petit peu de péter les barrières qu'on nous met dans la tête à force de films et de bouquins qu'on a lus là-dessus. Je veux dire comme les casques à cornes pour les Vikings. Il y aurait Zef, il dirait pareil. Non mais c'est quoi l'histoire? C'est que c'est faux? C'est faux, ça n'existe pas. Vous n'en avez pas? Non, ça venait d'un opéra allemand en fait. Bref. Ok. Et toi, Lulu, il y avait quoi? Ils avaient juste des casques, il n'y avait pas de cornes dessus, quoi. Non, ils n'avaient pas de cornes dessus. Les cornes, c'est pas très pratique quand tu te bats quand même, quoi. Ça se prend. C'est vrai, mais nous ne sommes pas dans Whisperos. Et toi, Lulu, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, écoute, moi j'ai bien aimé justement ce côté pas sérieux où on s'en fiche un peu de la pseudo-science et tout part en sucette. Tout est déjà parti en sucette dès le moment où il a décidé de remonter dans le temps.
C'est assez cliché dans les personnages, dans la construction de la dynamique entre les personnages. Donc, dont le docteur là je sais pas quoi d'ailleurs, en études temporelles, qui est sa némésis là, qui est vraiment connard et qui est connard de façon cliché, mais ça fonctionne et c'est complètement assumé. Et j'aime bien comment progressivement, au fur et à mesure, qui remonte dans le temps pour essayer de corriger quelque chose, et puis en fait il se rend compte que ça marche pas, du coup il réessaye, enfin bon bref, ça se complexifie, ça part de plus en plus en sucette, il perd de plus en plus le contrôle, et il se rend compte de tout ce qu'il peut faire, et notamment qu'il peut mourir, et que ces 2 robots là de la police temporelle finalement s'assurent qu'ils reviennent, puisqu'il faut absolument qu'il aille corriger son erreur première. Et là, du coup, il y a un kiff supplémentaire qui se rajoute, puisque donc le personnage peut mourir de façon les plus atroces, et du coup, ça devient assez cartoon. Il y a un moment, par exemple, où il est écrasé par le pied d'un mammouth, et c'est pas du tout, enfin, c'est un peu gore, mais en fait, il est juste aplati, comme dans un dessin animé, comme dans Bibi et le Coyote, par exemple, quand il est aplati par un rocher. Et du coup, ça devient assez léger, ouais, effectivement. Malgré des côtés très 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 gore et finalement assez violents et très adultes, mais c'est assez je vous entendais parler effectivement je vous écoutais plutôt parler des dessins qui étaient pas fous, et j'étais pas trop d'accord, mais c'est vrai qu'effectivement il y a une absence de profusion qu'on pourrait attendre dans la construction d'univers comme ça, qui effectivement pourrait faire penser à Moebius notamment, hein, les couleurs, ouais. Les couleurs, et puis aussi le type de monde qui est créé. Donc c'est un peu futuriste, un peu fantastique en même temps. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on a ces scènes-là, finalement, il s'arrange soit pour cadrer très serré sur les personnages, soit pour avoir des scènes d'ensemble, mais qui finalement sont assez épurées. Donc il n'y a pas cette profusion, cette richesse visuelle qu'on peut avoir dans d'autres récits de ce genre un peu plus établis et aboutis. Mais ça n'empêche que ça se lit du coup de façon très facile. Et je suis assez intriguée de voir comment ça va continuer à partir totalement en couille. Voilà. D'accord. Donc tu vas continuer quand... Ouais. Ça m'a un peu fait penser aussi à la série Netflix, la Russian Doll, avec Natasha Lyonne. Ah oui. C'est pas la même chose, mais où c'est un personnage un peu... qui n'a rien d'extraordinaire, qui se retrouve pris dans un phénomène qu'il ne contrôle pas, et à mourir de façon répétée. Après là, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à Russian Doll, mais là, clairement, il provoque tout. Dès le début, tout c'est sa faute, tout est de sa faute. Donc, oui, bien sûr. Le parallèle va pas beaucoup plus loin. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que le personnage, il est intelligent, mais il est con en fait. Il est vraiment bête. Il est vraiment, il prend des décisions vraiment débiles, égoïstes et faciles en fait. Il fait vraiment la facilité. À aucun moment il doute de ses capacités et il est sûr de lui tout le temps. Et en fait, il fait que de la merde. Et c'est ça qui est plaisant en fait, c'est de voir quelqu'un qui se dit, mais attends, si je fais ça, ça devrait corriger, non? Et non, ça rate. À chaque fois, ça empire et c'est vraiment cool quoi. Ça fait plaisir, un protagoniste plein de bourré de fautes et qui, voilà quoi, tout simplement. Voilà. Un peu un anti-héros quoi. Complètement. Ouais. Non, si. Bon, ok, merci Eric pour cette revue. Donc on a, lui nous a présenté Alpha Speculiar chez Scholastic, une espèce de roman hybride novel de Derek Fridolf et de une espèce, ouais, c'est ça, exact. Derek Fridolf et de Dustin Nguyen. Livrae nous a présenté Prez, un roman graphique d'anticipation, mais que si tu le lisais en 2015 chez DC Comics et qui sort en septembre chez Urban. Et Eric, tu nous as présenté The Man Who Fucked Up the Time par John Lehman et Karl Mostert chez Aftershock, et la suite sort en septembre, si je ne me trompe pas. Ouais.
On va passer au focus, mais avant tout, t'es prêt, Adrien, cette fois-ci, c'est bon? C'est magnifique, j'ai l'impression d'avoir un espèce de pouvoir, tu vois, c'est fantastique. Juste avant d'aborder le focus, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Discord du vaisseau Hypersensas. On a aussi un site vaisseauhypersensas.fr où vous pouvez retrouver tous les podcasts du label, dont évidemment Comics Outcast, et tous les épisodes que l'on donne. Et sur Facebook, vous pouvez rejoindre le Bouya Comics Club. C'est un groupe Facebook très sympa où on discute avec des passionnés de comics, de mauvaise foi encore une fois, parce que c'est un peu notre spécialité. Et voilà, n'hésitez pas surtout à nous suivre et à commenter les épisodes et à nous dire ce que vous en pensez. Moi, je suis sur le site, il est très beau là. C'est vrai qu'il est très beau. Ça a été fait par des gens très beaux aussi. Ouais, mais arrête de dire ce type. C'est vrai, qui ont un super avatar sur Discord. Ta gueule. On va passer au focus. Notre focus est consacré à Blanket de Craig Thompson, un roman graphique qui est sorti en 2004, plutôt un gros pavé dans mes souvenirs, chez Top Shelf Production et édité en France par Casterman. Lulu, c'est toi qui ouvre le bal. Oui, un gros pavé puisqu'il fait pas loin de 600 pages. Mais que vous pouvez acquérir pour la modique somme de 12 € si vous ne l'avez pas déjà, puisque Casterman fait une opération offre découverte sur plusieurs de ses titres, dont celui-ci qui est désormais un grand classique. Donc, je vous encourage d'ores et déjà à vous jeter dessus. Donc, c'est un comics autobiographique en noir et blanc. Sorti en 2004, comme tu l'as dit, donc chez Top Shelf, qui nous a aussi fourni Essex County de Jeff Lemire, donc aussi un comics pas tout à fait autobiographique, mais en tout cas très inspiré de la vie de l'auteur, et qui sort cette année They Called Us Enemy de George Takei, qui vient de gagner un Eisner Award. Voilà, qui est aussi, qui est plus là de type essai, mais aussi basé sur bien sûr la vie de George Takei. Et autre aussi livre de chez Top Shelf qui est un petit peu dans l'actualité, ils ont fait paraître une série de comics qui s'intitule March, donc comme une manifestation en anglais, que le révérend John Lewis, qui vient de décédé il y a peu, a écrit sur la marche à Selma qu'il avait fait en 1965 avec Martin Luther King. Donc voilà, c'est un petit peu pour présenter le type de récit que propose Top Shelf, donc l'éditeur américain qui fait paraître Blankets. Donc ici, un comics autobiographique et plus précisément un récit de coming of age, comme on dit en anglais, donc de passage à l'âge adulte, et donc, plus particulièrement concentré sur donc l'adolescence de l'auteur dans les années 1980 et sur son premier amour pour une jeune fille qui s'appelait Reina. Donc le personnage principal, qui est aussi l'auteur, Craig, a grandi dans le froid glacial des hivers du Wisconsin et d'une famille chrétienne assez stricte. Il semble avoir pour seul compagnon son petit frère et il est victime de harcèlement scolaire. Leur père est une figure autoritaire qui les envoie en punition au KGB malgré leurs cris de terreur. Leur mère est effacée et souffre de dépression. Sa seule échappatoire est le dessin et il a une âme d'artiste. Il aime explorer, regarder la nature, célébrer la création divine, puisque au début du récit, il est imprégné de sa foi en Dieu. Mais donc ce désir de créer, de dessiner, d'être un artiste, va à l'encontre des attentes de sa communauté qui le pousse plutôt à devenir pasteur après le lycée et à abandonner son art. Et il y songe pendant un moment, jusqu'au moment où il va à contre-cœur à la colo d'hiver de son église et il fait une rencontre qui va finalement changer sa vie.
Bien qu'il retrouve donc dans cette colo les mêmes types de personnes qui le harcèlent à l'école. Enfin bon, bref, a priori, c'est pas la panacée pour lui d'aller non plus dans ce camp chrétien. Mais miraculeusement, il tombe sur un groupe de marginaux et il ose leur adresser la parole. Et dans ce groupe, donc, il y a Raina. Elle est belle, elle est intelligente, elle est douce. Et donc, il se lie d'amitié avec elle et rapidement tombe éperdument amoureux. Et donc, ça remet l'avenir qui semblait tracé pour lui, mais qui semblait assez triste et peu épanouissant. Donc, ça remet tout ça en question. Graphiquement, c'est sublime. C'est d'une grande douceur, d'une grande sensualité quand ils représentent Raina et puis leur amour naissant. Mais il y a aussi des planches parfaitement cauchemardesques pour illustrer certains souvenirs d'enfance tout à fait traumatisants. Donc il y a une richesse dans le style, dans les représentations qui fait que ces 600 pages passent vraiment à toute vitesse. C'est très fort dans la transmission des émotions. Donc c'est, comme vous l'avez compris, un comic qui se passe principalement en hiver, dans le Wisconsin, donc il fait très très froid. Un petit peu dans le Michigan aussi, mais c'est à peu près les mêmes latitudes. Et je l'ai lu à la plage, donc pas forcément l'endroit le plus approprié. Et pourtant, j'ai été vraiment complètement happée par ce récit. Parce que il est très fort dans la transmission des émotions. C'est à la fois très réaliste, mais aussi inventif et poétique. Et c'est très juste sur les sentiments, sur l'amour, sur plein de choses, la relation à la famille. Voilà. Donc, à lire, absolument. Et les autres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Lulu, du coup, Nivra. Eh ben, je l'ai englouti ce week-end avec des passages en larmes. Le début est quand même très dur. Il y a des pages où tu veux pas voir ce que t'as vu. Je pense à une personne qu'ils vont voir avec son petit frère. Il y a des moments où j'ai un peu serré les dents parce que ça fait pas du bien, mais c'est incroyablement bien dessiné. Tu récupères l'émotion en fait, hein, tu te la prends en pleine face et j'ai absorbé le bouquin. Alors que en fait au départ quand j'ai pris, je me suis dit voilà, c'est quand même assez épais. Je vais peut-être prendre un petit peu de temps à lire et en fait je me suis pas arrêtée parce que tu peux pas t'arrêter. En fait, t'as envie de savoir, t'as envie d'aller jusqu'au bout, t'as envie de savoir ce qui va devenir, quelles seront ses choix de vie. Et c'est assez incroyable. Et j'ai vraiment... j'étais profondément touchée tout le long par les émotions. Parce qu'en plus, c'est une histoire personnelle. Et il arrive vraiment à te transmettre tout dans le bouquin. Et ces dessins sont bien. Il y a certaines cases qui sont parfois un peu vides. Mais c'est toujours justifié par quelque chose. Justement, ces paysages de neige, ça te permet de créer du blanc en fait, où c'est pas grave en fait si c'est blanc parce que tu sais que c'est la neige, tu sais que c'est là où il vit, enfin je sais pas, il y a des trucs assez fous et des fois t'as des cases qui sont hyper chargées parce qu'il fait des espèces de dessins un petit peu c'est pas des mandalas mais tu sais je sais pas comment ça s'appelle, des trucs un petit peu mystiques et ça change complètement parce que d'un coup ta case est pleine alors qu'un petit peu avant t'étais dans la neige et c'était vide. Enfin je sais pas, il y a énormément de choses qui passent à travers ces dessins en émotion. L'écriture elle est juste aussi. J'ai l'impression qu'il a parlé avec son cœur. C'est d'autant plus dur quand tu sais que c'est des autobiographies et quand t'as des passages qui sont très durs que toi t'as du mal à supporter et que quand tu vois qu'il a réussi à en faire quelque chose, qu'il a avancé derrière et qu'il t'en parle sans aller dans les détails, sans aller plus loin. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et je m'y attendais pas forcément. Et ouais, non. Franchement, je le conseille. Et d'ailleurs, j'ai envisagé de m'en acheter quelques-uns, de profiter de l'offre là, à 12 € pour pouvoir les offrir. C'est le genre de bouquin qui peut faire lire facilement quelqu'un. Complètement. Et toi, Eric, t'as été aussi séduit?
Ouais, alors c'est vraiment pénible. Comment dire, il y a certaines choses effectivement qui sont décrites qui sont vraiment pas agréables à lire. Moi, en l'occurrence, ce qui m'a le plus touché, parce qu'en plus, c'est le début, putain, c'est vraiment compliqué, j'avais pas envie de continuer, quoi. Enfin, je me suis dit, putain, si c'est que ça va être chaud. Ouais. C'était tous les trucs que moi, j'associerais peut-être à de la maltraitance d'enfants. Une limite un peu bizarre entre de la sévérité et clairement de l'abus, enfin pas de l'abus, parce que ça, c'est encore un autre sujet qui apparaît dedans, mais qui est aussi lié à l'époque. Il y a des moments, des scènes où ils sont en train de geler avec son petit frère et l'autre où ils sont en train de crever de chaud. Mais c'est parce qu'ils habitent dans une ferme qui est loin de tout et que l'électricité, c'était pas aussi stable que ça peut être aujourd'hui. En tout cas, dans des grandes villes comme nous, on a la chance de vivre où tout est réparé avant que ça se fête. Et les punitions un peu extrêmes qu'aujourd'hui, la personne, elle irait en prison si jamais on découvrait qu'elle faisait ça. Donc voilà, c'était un peu pénible de se lancer dedans, mais c'est clair que quelques chapitres, parce que je crois qu'il y a 7-8 chapitres, un truc comme ça, quelques chapitres après, quand on passe justement au côté spirituel et à l'âge adolescent, où justement c'est la découverte de l'amour et des autres et de ce qui existe en dehors de ce qu'on essaie de lui foutre dans le crâne et compagnie, ça devient un peu plus positif. Après, bon, c'est pas un truc ultra joyeux, hein. C'est pas le truc qui va te redonner foi en l'humanité ou quoi que ce soit, mais en fait, moi, des trucs qui m'a le plus touché, c'est la première phrase quand il dit à ma famille avec amour. Et je me dis merde, putain, mais quand tu vois ce qu'il raconte, je me demande si son frère et ses parents ont pas eu honte, quoi, parce que c'est vraiment, tu te dis... Bon, et en plus, tu sais très bien que ça arrive à plein d'autres enfants qui n'auront jamais la chance d'avoir une plume et une tribune pour raconter ce qu'ils ont vécu, qui peut être bien plus dur que ce que lui raconte. Mais putain, son enfance, c'était vraiment pas ouf, quoi. C'était vraiment pas ça. Et donc, bref, touché à 30 000%, énormément d'affection pour cette personne. Et le côté aussi de la foi, justement des petites communautés rurales qui ne tournent qu'autour d'un seul élément et qu'au bout d'un moment ça devient que ta vie et un jour tu vois la lumière justement littéralement et c'est pas Dieu, et ben ça ouvre pas mal les yeux sur justement beaucoup de ces communautés qui tournent autour d'un seul élément et qui sont qui sont assez fermées, quoi, finalement. Bref, je sais pas. C'était très, 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 très touchant. Je sais que, tu vois, vous parlez d'offrir ça à des gens. Je vois pas à qui je pourrais offrir ça parce que c'est tellement dur ce que ça provoque dans ta tête, quoi. C'est chaud. Ouais, c'est une œuvre d'art. C'est un chef-d'œuvre, pardon. Ouais, c'est l'envie de partager, de pouvoir en parler après avec les gens, tu vois, de leur faire découvrir aussi que les comics ou les BD, c'est pas que des trucs de super-héros, c'est pas que du Tintin, il y a des choses aussi avec de l'émotion. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que je l'offrirais, c'est pour peut-être faire découvrir l'émotion aux gens, c'est un peu horrible. Pour montrer aux gens que tu peux ressentir des choses en lisant quelque chose, quoi. Tiens, toi qui ressens rien, lis ça. C'est horrible. Ouais, c'est ça. Moi, c'est marrant parce que je l'ai toujours associé au film de Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais, parce en fait, je savais pas pourquoi, mais il est sorti la même année en 2004 et ça se passe aussi dans la neige. T'as les scènes avec les Snow Angels quand il les dessine, et en fait pas du tout. Je sais pas si vous l'avez vu ce film, si vous en rappelez un peu, mais il y a cette espèce de même ambiance. Qui est un peu dur, mais en même temps avec plein d'émotions, plein d'amour et puis cet environnement glacé, quoi. Ah non, c'est assez onirique aussi. Ouais, c'est du Gondry, ouais. Ouais. Non, c'est vrai que effectivement ça fonctionne et très très mélancolique. Enfin, un personnage qui est assez triste et qui trouve de la lumière en l'amour, même si elle n'est pas forcément éternelle, quoi. Mais c'est ouais, effectivement, ça marche comme parallèle. Ouais. Donc recommandé par tout le monde et tout le monde a été ému et séduit
par ce magnifique roman. Non, et puis là, franchement, voilà, enfin, l'édition à 12 €, c'est vrai que ça. Après, il y a c'est une couverture souple, c'est un format qui est un petit peu plus petit que le format normal, mais. C'est toujours chez Casterman? Ouais. Ils ont gardé l'édition. Après, il y a des éditions un peu plus collector, bien sûr, qui sont plus jolies, quoi, mais ça fait le job. C'est genre 27 ou 30 €. Enfin, c'était pas loin de 30 € pour l'édition classique, quoi. Et Ouais, en tout cas, foncez dessus. Blanquette, c'est vraiment de la balle. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Blanquette? Bah, on sait pourquoi ça s'appelle Blanquette, c'est à la 3e page, voilà. Oui, mais il y a plusieurs raisons que ça pourrait s'appeler Blanquette. Oui, c'est vrai. Et oui, ouais. Qui veut dire couverture en français. Oui. Ouais, et qui est sous-titré Manteau de neige. Oh. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est sous-titré pour le titre aussi anglais ou pas? Ou c'est juste sous-titré pour la version française? Parce qu'ils aiment bien. Ouais. Les deux? Parce que les gens peuvent ne pas comprendre en français Blanquette. Bah oui, sinon ça fait penser à Blanquette. Ouais. Blanquette de veau. Ouais. Blanquette de veau. Ok, merci beaucoup. Donc c'était un focus sur Blanquette de Craig Thompson, Top Shelf Production pour la version anglaise et chez Casterman apparemment à un prix défiant toute concurrence. On va passer au hors les bulles, mais avant ça, Adrien, un jingle. On l'a perdu. Pourtant, il revient de vacances, mais. Des petites surprises. La petite surprise. Nous sommes dans l'épisode 148. Donc, qui dit 48 dit la Lozère, département 48. Et oui, car nous avons cette malédiction, cet honneur de perpétrer l'idée de Eric de donner les. Perpétrer, carrément. Ouais, carrément. Bah, c'est une espèce d'héritage. La Lozère, très beau département français où on y mange de l'aligot et aussi est née la légende du loup du Gévaudan. Bien sûr. Oui. Et est-ce qu'on va avoir des auditeurs dans les villes que je vais citer? Vous nous le direz en commentaire. Envoyez-nous un mail sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez. Donc, dans la Lozère, on peut trouver la ville de Chauchaille, Cubière et Cubierette, qui sont mes préférés, parce que ça rime avec bière. La ville de Culture. Non, bon, ils doivent sûrement écouter Comics et Outcast. Hurle-la-Parade. Pelouse. Alors, Pelouse, je suis très déçu, parce que c'est pas une ville fleurie. C'est un peu la honte. Alors, moi, je prononce Pelouse. Ouais, ça craint. Et je sais que le conseil municipal nous écoute, donc essayez de remédier à ça. C'est merde. Il y a aussi Massegros-Causse-Gorge. Magnifique. C'est beau, hein? Ils aiment bien les noms très longs, quoi, dans cette région, je sais pas pourquoi. Moissac-Vallée Française. Très étrange. Il y a beaucoup de noms en Vallée Française aussi. Pied de Borne. C'est magnifique. Prince-Ouéjol-Malbouzon. Saint-Jean-la-Fouillouse. Ça chante en bouche. Saint-Martin-de-Boubeau. Serverette. Et pour finir, la ville de Termes. Ah. Oh. Magnifique. Donc on embrasse tous les auditeurs, tous les gens qui nous écoutent en Lozère. Je pense qu'il y en a. Si vous passez sur Paris à un événement, voilà, ramenez-nous de l'aligot et vous aurez un exemplaire dédicacé du Comics Outcast. On va passer au hors les bulles, comme à chaque fois en fin de cette émission, et on va parler du film qui est sorti sur Netflix en juillet, qui s'appelle The Old Guard. C'est tiré d'un comics de Greg Rucka, qui est illustré par Leandro Fernandez. On en avait parlé dans le Comics Outcast 76. C'était Eva qui l'avait chroniqué. Et l'éditeur... C'était un épisode entre filles en plus. J'étais avec Alex et Eva. La classe. Je me rappelle pas. On avait fait que des comics avec des femmes. Aux yeux. Et donc, il a été adapté. Il a été adapté en film sur Netflix ce mois-ci. La réalisation, il y a Gina Prince by the Wood, c'est mignon. Et au scénario, c'est Greg Rucka, lui-même. Et bien sûr, parmi les acteurs, surtout Charlize Theron, c'est pour ça que je l'ai regardé. Qui veut nous faire le pitch? Levez-vous. Allez. C'est l'histoire d'une bande d'un groupe de 5, non, ils sont 4 au début,
ou 5, je me rappelle plus déjà, ça commence bien. Quatre. 4 personnes qui sont une espèce de Black Ops affiliées à aucune organisation, ni le FBI, ni Interpol, ni compagnie, mais qui ont l'air de prendre des missions de ce type sous couverture. Et dès le début, en fait, ils sont mis en relation avec un mec du CIA de la CIA, qui leur donne des infos sur un groupe de filles qui sont capturées dans un bunker par des terroristes de je sais plus quelle organisation. Et on découvre que c'était un guet-apens, en fait, et que ce groupe n'est pas un groupe de militaires ou de soldats classiques, quoi. En fait, ce sont des immortels. Ils ne peuvent pas mourir. Et le guet-apens, en fait, se retourne contre la CIA. En tout cas, cette personne qui se dit de la CIA, qui, en fait, essayait simplement de les dénicher et de montrer au monde qu'ils n'étaient pas d'ordinaires humains aux yeux de tout le monde. Pour, en fait, derrière, il y a toute une conspiration pour essayer de récupérer ces individus, pour les étudier, et ensuite essayer de développer une science ou des médicaments ou un sérum ou ce que tu veux pour prolonger la vie et peut-être éradiquer toutes les maladies et compagnie. Et donc en fait on découvre que tous ces individus viennent d'époques différentes et on a un nouveau personnage qui apparaît et qui rejoint ce groupe et qui découvre en même temps que les événements se déroulent qu'elle aussi est une immortelle, sauf qu'elle n'a qu'une vingtaine d'années, c'est une jeune soldat américaine qui était basée en Afghanistan. Et en fait, tous ces individus en fait, sont liés par justement leur destinée, qui n'arrivent pas forcément à définir, mais justement les actions qu'ils mènent et en fait leur désir individuel les mène à plus ou moins faire le bien derrière eux. Voilà. J'en ai pas trop raconté, mais j'espère que ça résume. C'est Highlander, quoi. J'ai pas arrêté de penser à ça en regardant. Et toi, t'avais lu le comics ou pas? Non, j'ai lu après. Tu l'as quand même lu. Je l'ai lu juste après pour voir la différence et j'en parlerai après. D'accord. Et toi, Nivrae, qui du coup avait forcément lu le comics quand tu étais dans l'émission spéciale filles, t'en as pensé quoi? Et est-ce que c'est fidèle? Est-ce que c'est moins bien? J'avais beaucoup aimé le comics et il y avait un truc qui était très marquant dedans, c'était la patte graphique de Leandro Fernandez qui était... il y avait des aplats de couleurs, des personnages un peu tout en long. Ils avaient tous des gueules avec quelque chose dessus. Tu vois, c'était quelque chose d'assez marquant visuellement. Et quand il y a eu l'annonce de l'adaptation, c'est un film live, donc tu sais très bien que tu peux pas te retaper ces cases magnifiques, c'est impossible. Donc j'y suis pas allée à reculons, mais je savais très bien que je ne prendrais pas la claque que j'avais pris quand j'avais lu le comics. Et effectivement, c'est un film d'action avec des très belles cascades, avec des très belles chorégraphies de combat, mais tu retrouves pas complètement le kiff de tes pages de comics. Ça manque un petit peu. Alors l'histoire, elle est presque similaire. Il y a quelques petits changements, mais je pense que c'est des ajustements pour le cinéma. Il y a un petit peu moins je trouve un petit peu moins en tout cas de passages sur leur passé entre le comics et le film, mais ça reste assez cohérent. Après, je l'ai vu en ayant lu, alors ça se trouve, il y a des choses qui, moi, m'ont paru plus logiques dans l'histoire, mais qui n'ont peut-être pas été aussi bien expliquées que ça aux gens. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression de bien suivre sans avoir aucun souci, mais parce qu'en tout cas, j'avais le passé du comics. Mais voilà, je suis pas déçue parce que finalement, j'avais accepté de ne pas en attendre trop. Ce que je voulais, c'était voir Charlize Theron buter des gens. Et elle le fait bien, et ça marche. Ils ont laissé la porte ouverte à une suite, parce qu'il y a un deuxième comics qui est sorti en décembre. C'est une sorte de suite spin-off de The Old Guard, et ils ont clairement ouvert la suite, en tout cas ciné, à ça, en fait, à vraiment ce qui est sorti en décembre. Oui, à la fin du film, dit clairement qu'il va y avoir une suite, ouais. Oui. Oui, t'as une scène très ouverte, mais c'était pareil dans le comics, en fait.
Et de ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que dans le comics, t'as plus de détails sur l'historique, l'histoire des personnages que dans le film? J'ai l'impression qu'il y en avait plus, et surtout que c'était peut-être un peu plus touchant, détaillé dans l'histoire. Là, ça passe un peu vite. J'ai trouvé sur les précédents, en fait, puisque là, ils sont certes 4 au début, mais en fait, il y en a eu d'autres avant eux qui ont été des immortels. Il y en a qu'ils ont perdu en route, on va dire. Et j'avais l'impression que dans le comic, c'était quand même un peu mieux expliqué, plus détaillé. On avait mieux en tête les époques aussi. Là, je sais pas, je trouve que ça passe un peu vite là-dessus. Et son mystère d'elle qui veut pas trop dire quel âge elle a. Ça, c'est frustrant, ouais. Ouais, c'est un peu. Après, le film, il dure quand même 2 heures. Hein. Ça, c'est un truc qui m'avait un peu rebuté au début. Et même si tu essayes de t'intéresser à tous les personnages, au bout d'un moment, c'est compliqué de rentrer dans le détail de chacun parce qu'ils sont tous très importants. Ouais. Et c'est vrai que dans le comics, c'est vrai qu'on revient sur les passés de chacun, on a le temps, et on est en costume et compagnie. Là, pour le film, ils ont dû décider de filmer des scènes, entre guillemets, du passé, que pour certains persos et pas tout le monde. Et j'imagine la mise en scène de chaque truc où il faut rejouer les... Enfin bref, c'est peut-être un peu relou. Oui, puis c'est des trucs en costume à chaque fois, donc effectivement, c'est un peu plus contraignant. Juste pour un flashback qui dure 3 secondes à l'écran, bon, je sais pas trop. On voudrait reconstruire une bataille entière en costume médiéval. Ouais, plus lourd à gérer, je pense. Moi, du coup... Ah, pardon. Non, mais j'avais demandé à Lulu son avis. Si elle avait lu le comics ou pas. Vas-y. Vas-y, Eric. Du coup, moi, j'ai fait dans l'autre sens. Donc, j'ai vu le film, j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que la scénographie, filmographie, pardon, c'était pas mal. C'est vrai que ça faisait... J'essaie de me dire, mais putain, ça peut pas sortir au cinéma. C'était vraiment trop... Ça faisait vraiment trop série, en fait. C'était un truc... Enfin, il y avait un côté un peu, pas cheap, mais un côté fan. Voilà, un côté plus fan. Projet de fan qui aboutit et qui est très bien fait, enfin très bien fini, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont filmé quasiment où ils voulaient, les déplacements ont l'air d'être honnêtes, il n'y a pas beaucoup de studios ni rien. Le seul bémol que j'aurais, c'était dans le jeu de la... Merde, j'ai oublié son nom, de la petite nouvelle qui arrive. Nile, Nile, ouais, merci. En fait, dans le comics, elle est un peu moins noob et elle pose pas autant de questions. Elle en sait beaucoup plus sur les humains. En fait, elle est moins surprise des réactions des gens. Alors que là, dans le film, elle pose plein de questions de qui êtes-vous, que faites-vous, mais pourquoi moi, non. Elle résiste un peu plus. Elle accepte moins vite. Alors que dans le comics, elle est beaucoup plus, elle est un peu plus agressive, je trouve. Et puis, j'ai compris que le personnage de c'est pas Artemis, là, comment elle s'appelle, Andromaque, il était un peu whitewashé. Parce que la description artistique du personnage, elle est beaucoup plus méditerranéenne, on va dire. Elle a un nez très franc, très droit et machin. Et puis là, c'est Charlize Theron et son joli petit nez retroussé qui le... Elle est plus grecque, je pense. Mais... Oui, voilà, clairement d'inspiration. Et là, bon, c'est vrai que c'est un truc qu'on a perdu. Mais c'est vrai que j'ai découvert qu'elle a grave porté le projet depuis quelques années et qu'elle a produit, donc elle a mis des sous dans le truc. Et puis je pense que clairement, elle s'est entraînée. Physiquement, elle est au top. Les cascades, franchement, elle en met plein la gueule. Et ce que je mettais là sur le faux, c'est putain, mais la meuf, j'ai l'impression qu'elle rajeunit et qu'elle se badassise à chaque nouveau film dans lequel elle est, quoi. C'est incroyable, cette meuf. En fait, je pense qu'elle a atteint un stade où elle peut faire les films qu'elle veut et qu'on va plus lui dire non, tu vois. Les Atomic. Comment ça s'appelle déjà ? Blonde ? Non. Atomic Blonde ? Non, c'est pas Atomic Blonde. Si, c'est Atomic Blonde. Si, c'est Atomic Blonde. Tu vois, elle fait le film, elle va faire le deuxième, du coup. Enfin, elle a envie de faire des trucs badass et je pense qu'à une époque, elle pouvait pas s'autoriser ça. Et là, maintenant, elle le fait et j'ai l'impression qu'elle kiffe. Mais oui, tu vois, son entraînement de combat, elle gère, quoi. Et je pense qu'elle fait quand même pas mal de cascades, même si je suppose qu'ils sont quand même doublés par les cascadeurs, mais je pense qu'elle doit pas mal en faire elle-même. Ouais, je pense que elle est passée en mode Madonna où elle fait des abdos tous les jours et tous les jours. Il y a un truc qui est cool, c'est on parlait des combats, mais
ils ont bien pris en compte le fait que c'est des immortels et du coup ils s'entraînent. Et ça, tu le vois pas en fait dans le comics parce que tu vois des images de combat mais tu vois pas les combats. Et en fait, à l'écran, là, tu vois vraiment qu'ils ont tous des styles de combat différents et qui changent. Tu vois des combats à l'épée, tu vois des combats à la hache, tu vois des combats avec des guns récents, avec des guns anciens. T'as vraiment une grosse variété de combats. Et je pense que ça a dû être très complexe à tourner, à chorégraphier. Bah ouais, et je trouve que ça passe très bien à l'écran. Et voir un mec dégainer une épée dans un combat 21e siècle, en fait, Mais oui. ça passait, quoi. Même de les voir marcher au début quand ils sortent de l'hélicoptère, c'est assez stylé. Ouais. Et du coup, Lulu, toi, tu t'en as pensé quoi? J'ai beaucoup aimé le film. Alors, comme Eric, j'avais pas lu le comics avant. Donc, je l'ai lu après pour voir un petit peu voilà, si c'était fidèle. Et bon, effectivement, à part les backstories du soldat napoléonien et puis des deux croisés qui sont un petit peu passés sous silence dans le film, il m'a semblé qu'en fait, certaines scènes et en particulier et le personnage de Nile étaient plus développés et présentés de façon un peu plus claire que dans le comics. Le personnage de Nile, ouais, on le comprend un peu mieux et ça va moins vite pour elle. Enfin, le fait qu'elle accepte de rentrer dans ce groupe, voilà, qui pourrait être des gens parfaitement éliminés. Elle met un peu plus de temps, elle résiste un peu plus et ça donne lieu du coup ça étoffe un peu plus le personnage. La scène où en fait elle se fait ostraciser par ses camarades, enfin ses collègues soldates qui la rejettent parce que soit elles ont l'impression qu'elle ment sur sa guérison miracle, soit ils la prennent pour une freak. Ça, j'ai trouvé ça pas mal pour planter un peu le personnage, le construire émotionnellement. Donc j'ai trouvé que c'était assez malin de la part du film de faire ça. Même chose sur la scène, justement la première scène où ils se font descendre, où la Hallgarde se fait descendre. Et puis donc revit, on les voit ressusciter pour la première fois. Elle est vachement bien foutue dans le film, je trouve. Elle est montée un peu de façon, c'est un peu déconstruit et ça marche bien, quoi. Enfin, c'est assez malin dans l'action. C'est plus badass, je trouve, que dans le comics. C'est un très très bon film d'action. Eric, tu disais, on dirait que c'est un film de fan. C'est un petit peu sévère, je trouve. Ouais. C'est quand même un putain de film d'action avec des super scènes et ça défonce, quoi. Charlize Theron, elle est incroyable depuis Furiosa, depuis Mad Max Fury Road. Quand même, elle montre que elle est au niveau des plus grands et même au-dessus des plus grands acteurs masculins. Et Atomic Blonde, voilà, elle avait confirmé, et là, elle ne fait que enfoncer le clou. Donc, elle est fascinante à regarder, je trouve, même si elle n'est pas toujours bien dirigée. Je trouve qu'il y a des scènes qui sonnent un peu faux. Mais en tout cas, dans l'action, c'est très, très fort. Et ça adapte très bien des scènes qui sont très cool en comics et qui sont pas du tout ridicules dans le film. Donc je trouve ça assez balèze. Et ça montre aussi donc puisque c'est une réalisatrice, que ça continue d'enterrer l'idée que les femmes ne peuvent pas être réalisatrices de films d'action. Donc, après Patty Jenkins pour Wonder Woman, voilà, Gina Prince le montre aussi. Vu sa filmographie, on s'attendait pas à ce qu'elle fasse un film d'action. Ouais, c'est ça. Apparemment, elle devait faire un film pour Marvel. Elle devait faire Sable and... non. Ségolène Royal. Non, j'ai perdu le nom. Elle devait faire un... Voilà. Pour Marvel. Et ça a été abandonné, apparemment. Mais elle avait vachement monté le projet. Donc, elle était déjà prête à faire un film d'action. Et elle a transféré tout ça sur The Hallgarde et elle était prête donc à faire un film d'action. Et enfin, je trouve que franchement c'est balèze. Alors je l'ai regardé pendant les vacances avec d'autres gens et il y a notamment la scène de l'avion
où Charlize Theron et puis donc Lily Kane qui joue Kiki Lane qui joue Nile qui se castagne dans un avion. Elle est très et ben voilà, moi je la trouve géniale. Il y en avait certains qui rigolaient, qui disaient oui, bon, pourquoi il faut que ça se castagne à ce moment-là, c'est un peu pas obligatoire. Mais franchement, enfin, sur la chorégraphie, c'est cool, quoi. Et ça pose bien les persos. Elles sont toutes les deux complètement jusqu'au boutiste et c'est assez badass. C'est pas sexualisé, c'est pas juste deux nanas qui se fight en se tirant les cheveux. Donc c'est cool. Il n'y a pas de cul du tout dans le truc, en fait, je suis en train de me dire. Non, il n'y a pas de. Il y en avait dans le comics en plus. Ouais, c'est vrai qu'il y en a un peu dans le comics. Dans le comics, elle couche un peu avec n'importe qui. Enfin, elle s'en fout. Elle a que ça à faire. Enfin, c'est pas qu'elle a que ça à faire, mais ça fait des millénaires qu'elle est là. Elle peut pas attraper le chlamydia, en tout cas, c'est sûr. Voilà, et puis elle va pas choper. Elle est immortelle, elle s'en fout. Elle va choper un space chlamydia, ouais. C'est avant même la création du chlamydia, tu vois. Bah oui. C'est ça. Parce qu'elle est immunisée à tous les virus du monde depuis le temps, tu vois. Elle est le chlamydia. Non. C'est elle qui le trimballe des millénaires, ouais. Et on disait quoi, il y avait pas trop les scènes. Enfin, c'est vrai que dans le comics, il y a ce passage où elle tombe très très amoureuse d'un homme en Australie, qui est pas du tout dans le film. Enfin, et c'est vrai que ça manque. Et bon, du coup, ils ont fait le choix de concentrer sur l'histoire avec Queen, qui du coup, il me semble, apparaît dans le deuxième arc, j'imagine, parce que c'est pas dans le premier. Jeu, ouais. Bon, bah, enfin, ça se comprend, quoi. Mais non, je sais pas, je trouve que c'est un bon film d'action et qui aurait pu sortir en salle. Bah, de toute façon, c'était aussi bien que ce soit pas prévu pour en France, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les films de super-héros en salle, c'est Marvel maintenant ou DC, quoi. Ouais. Donc, Ouais, pour et du coup, là, c'est pas forcément leur place. Après, en même temps, toutes les plateformes de SVOD comme Netflix sont en train d'acheter des droits pour des comics, donc c'est aussi logique qu'ils arrivent ici. Alors là, c'est pas produit par Netflix, c'est produit par Skydance, qui est le studio qui fait les Missions Impossibles et tout ça quand même, donc qui ont aussi un peu de. Peut-être autant de budget sur justement les trucs militaires, les trucs on location. Ouais. Après, ça reste un Netflix Originals en France, c'est eux qui ont les droits là-dessus, mais. Mais il y a eu une sortie, je crois qu'il y a eu une sortie. Enfin, je sais pas, en tout cas, il y a eu une avant-première au cinéma aux États-Unis. Il me semble avoir Parce dit qu'aux ça. États-Unis, tu peux le passer au cinéma et voilà. en ligne. Non, on peut pas en France. Ouais. Juste sur le comparo comics ciné, enfin télé, on va dire, Netflix, vu que Ruka était aux commandes des deux, les dialogues, ils sont à la virgule près ce qu'on a dans le comics. Et ça, j'avais été surprise un peu sur certains trucs. Hein. Parce que ça passe très bien. C'est-à-dire que forcément, pour la conversation, ils sont obligés d'ajouter des trucs, mais la longue tirade entre justement les deux croisés, à un moment ils se font choper, entre guillemets, bah, c'est mot pour mot ce qu'il dit dans le comics, et il y a plein d'autres réactions et ce genre de choses qui sont tirées du comics. Évidemment, la mise en scène, elle n'est pas toujours possible de la même façon, mais la succession des événements, sauf le parti pris d'avoir changé, on va dire l'antagoniste, en tout cas son apparence, et aussi certaines accessions à l'immortalité, ce genre de choses, tout est pareil, quoi. Et ça, c'est un truc que quand on fait des adaptations, que ce soit des romans ou des comics ou même de films, les fans ou les personnes qui ont vu les premières versions sont toujours là à essayer de se dire, ok, en fait, ils ont bifurqué pour une raison financière, d'effets spéciaux, de cohérence moderne ou de racisme ou de ce que tu veux. Bah là, en fait, c'est exactement ce qu'on a dans le comics. Et la fidélité était au rendez-vous. Et ça, c'est un truc que je salue. Parce que c'est pas évident de se dire, bon, je suis aux commandes de mon propre film, du comics que j'ai écrit il y a tant d'années. En fait, je vais faire mot pour mot ce que j'ai fait. Et ça va passer. Et puis voilà, tant mieux. Et c'est quand même un des premiers films où tu vois affiché à l'écran Goussainville, France. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même assez incroyable. Le moment où j'étais là, genre, Goussainville, genre les gars, vous avez pas pu trouver mieux que Goussainville, quoi. C'était pour parler des nuisances des aéroports. Ah mais ouais, du coup, ça c'est ouf. Ça c'est ouf. De Roissy. Non mais je m'étais dit, habituellement quand tu vois la France, tu vois Paris. Tu vois vraiment autre chose. Et alors là, on te dit, on va à Paris et bam, t'arrives à Goussainville. Et t'as la remarque de la meuf, elle est trop fait rire.
C'est ouf. Ouais. Attends, t'avais dit qu'on irait à Paris? Ouais, on est juste à côté. Non, mais c'est ça, c'est l'image qu'ont les gens de Paris. Et du coup, c'était très drôle de voir ça. Alors, je sais pas, côté extérieur, en fait, en dehors de la France, si les gens remarquent quelque chose, mais c'est vrai que toi, en tant que Français, ça te fait marrer. Tu vois, Goussainville qui à Paris alors qu'on te dit qu'on va à Paris. Enfin, c'est drôle. Et la voiture pourrie quand même. Genre une Bah ouais. Renault 21 que tu mais vois t'es plus vraiment du tout dans les t'es villes. dans l'église française avec la vieille ça. voiture. C'est vive la France, quoi. Ouais. Par contre, les plaques, elles étaient pas aux normes, hein, donc voilà. Ah, j'ai pas- Voilà, désolé, j'ai remarqué ce genre de choses. Et par contre, ça n'a pas été tourné en France. Hein. Ah bon Précis. Ouais. Oh, c'est Il là. y a eu pas une seule scène n'a été tournée en France. C'est Ça ressemblait vraiment à c'est Goussainville. beaucoup, ouais, beaucoup d'Angleterre et du Maroc pour toutes les scènes en Afghanistan. Donc c'est un grand oui pour tout le monde, si j'ai bien compris. Oui, c'est oui. un bon bah. moment. C'est un Ouais. bon moment, un très bon film d'action, j'ai trouvé. Et une histoire un peu différente, justement, où... en fait, moi, je savais pas du tout ce que j'allais regarder, parce que j'avais oublié les reviews de The Old Guard, et j'en avais entendu parler ici, j'avais vu les affiches et tout. Je m'attendais à le film avec Thor, là, Extraction, je sais pas quoi, je m'attendais à un truc un peu comme ça, tu vois. Extraction. Comme le film avec Thor, là, comment il s'appelle l'Australien, là. Ah, Chris Hemsworth. non, oui, Chris Redfield. Non, Chris... Chris, là, le blond. Ok, Chris. Thor, Ok. quoi. Oui. Ah, c'est ça. Hemsworth. Ouais. Chris Hemsworth, c'est ce que je viens de dire. Hemsworth. Ah, mais C'est ça, ça a coupé quand tu l'as dit. Ah, pardon. Ouais. Et je m'entendais un truc un peu bidon. Et non, en fait, le twist, il arrive en 10 minutes. Et tu fais genre, ah, ok, je vais peut-être passer 2 ans à regarder un truc rigolo. Et non, y a même l'humour est là, l'action est là, la violence est là, le gore est là. Ça, Oui. Ça a coupé là, ça s'emballe. s'emballe. D'accord, ça sera le titre de Voilà, ok. l'épisode. Ça s'emballe. Vas-y, continue, Eric. Non, voilà, donc c'était un bon film à regarder avec des potes. C'est pas le meilleur film du monde, bien évidemment, mais fidèle adaptation du comics, qui ne se dénature pas complètement pour faire plaisir à un tel ou un tel. C'est pour ça que j'ai fait de fan. Hein. Quand je disais ça tout à l'heure, c'était pas péjoratif. C'est pas un ultra blockbuster. C'est juste clairement un truc qui se veut respectueux de l'œuvre originale et qui en même temps veut faire plaisir aux personnes qui ont apprécié le film et surtout à des personnes qui ne le connaissaient pas en disant on va faire un film d'action avec des nanas badass sans dire que c'est un film de nanas badass. C'est pas un truc féministe, c'est pas un truc pro-LGBT, woke, machin. C'est juste des personnages qui ont leur histoire indépendante et qui, ensemble, créent leur propre unité, leur propre groupe. Et voilà, avec une histoire un peu what the fuck, de corporatisme, sciento, ce que tu veux, qui tient la route pendant les 2 heures pendant que tu le regardes. Et voilà, quoi. Et puis c'est Dudley le méchant, quand même. C'est vrai. Bon, on va finir sur cette note passionnée d'Eric. Merci beaucoup pour cette heure les bulles. Donc moi, je pense que je vais lire le comics. Et si vous voulez réécouter la critique du comics, la review du comics, c'est dans le Comics Outcast 76 que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site vaisseauhypersensas.fr. On touche à la fin de cette émission. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce sur le Patreon de Vaisseau Hypersensas, qui regroupe beaucoup de podcasts maintenant. Au début, on en disait 3, mais il y a Whisperos, Le Défaussé, Kumité, C'est cool, c'est quoi, 20th Century Toys, t'as vu, j'ai réussi, ni vrai, Mister Anyone en coproduction avec Micro Stockholm et La Fiction, Gallo 183. Voilà, ça nous permet de renouveler le matériel, d'organiser des émissions en province peut-être, de payer surtout le studio d'enregistrement qui nous est piqué lâchement par le Défaussé aujourd'hui. On le répétera que trop. Et voilà, donc vous pouvez aller sur patreon.com/vaisseauhypersensas et on va remercier nos chers patronautes dont certains nous écoutent et nous donnent plein d'infos sur le chat de Discord. Merci à Vincent, Johanny, Alak, Rekma, Pierre, Matt, Perchak, Lionel et Fanny, Fred, Pras, JP, Garco, Guillaume, Damien, Renaud, Alexandre, Chloé, Yannick, Yakbar, Scaraxo, Prigmore, Jojo Nathan, Rémi, Jean-François et Christophe. Merci beaucoup à vous. J'ai l'impression quand je fais ça de faire le Club Dorothée, j'adore. Ça me rappelle la fin. C'est ça. Merci aux chroniqueurs, merci à Lulu, merci à Nivray, merci à Eric. Eric, du coup, alors, c'est quoi ton actu? Tu vas partir en vacances, tu vas lire plein de comics, on te retrouve sur les réseaux sociaux? Non. Mes vacances, c'est pas avant octobre, donc je pleure
Je pleure dans mon coin. Mais non, là, c'est boulot, hein, désolé. Et peut-être un Whisperos à la rentrée, ou un truc comme ça. Peut-être. Et puis, non, pour l'instant, c'est très calme. Donc, beaucoup de shitposts sur Twitter, @EKWatanuki. Et voilà, c'est très calme en ce moment. Donc, voilà. C'est juillet-août. Lulu, bon, tu te reposes bien, mais on te retrouve autre part que dans ton lit. On te retrouve sur les réseaux. Oui, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dans le Discord, pas mal. Et puis, dans le prochain numéro de Comics Outcast également. Voilà, j'enchaîne. Très bien. Je me fais une Nivrae. Tu te fais une Nivrae. Enfin, en tout bien, tout honneur. Hein, oui, bon, on a compris. Bon, après, chacun s'imagine ce qu'il veut. Très bien. Et toi, Nivrae, à part faire des cartons et tout ça, on te retrouve où? Ouais, alors ça va être sur Twitter, sur Instagram beaucoup. Quand Instagram me redonnera l'autorisation de faire des stories, je pourrai faire des stories de mes travaux. Et vous pourrez suivre ça avec passion. Parce que j'en ai 3 semaines. Je sais pas, ça bug. Dès que je veux faire une story, l'appli est plante. Donc voilà. Là, je pleure au fond de moi parce que j'ai fait une journée de travaux. Je peux même pas partager toutes les chevilles que j'ai retirées des murs. C'est quand même dur, tu vois. Donc on va te suivre en direct. Donc vous pourrez suivre mes travaux en story. Il va y avoir du cassage de murs. Il va y avoir du cassage de murs. Oh là là, le teaser, quoi. Comment monétiser, je pense. Merci à vous. Merci aux auditeurs. Merci aux patronautes qui nous ont suivis en direct. Voilà. Passez de bonnes vacances. Lisez beaucoup. Et quoi d'autre? Je sais plus quoi dire. Eric, tu finis comment, toi, d'habitude? J'ai de la merde. Alerte rouge. La merde. Sortez masqué. Ce podcast est maintenant terminé. Sortez masqué, oui, s'il vous plaît. Ah oui, alerte rouge, alerte coronavirus. Non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. C'est quoi la joke? Moi, c'est que Truls. Comics Outcast. Space Chlamydia. Ça a été détecté. Ouais, j'arrête.